Les U-boats. Les U-boats sont les légendaires sous-marins allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils agissaient tels des meutes de loups. L'amiral Dönitz misait beaucoup sur ces sous-marins pour détruire l'économie d'un pays, l'Angleterre, qui subit la première des conséquences des attaques de ces U-boats. Les navires marchands sont détruits les uns après les autres. Les navires de guerre et les sous-marins ne passent pas entre les mailles du filet de ces U-boats. Mais les U-boats vont perdre leur suprématie au fur et à mesure que la guerre passe. Une histoire incroyable sur ces U-boats m'a interpellé. Oui, puisqu'il s'agit du U-505. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Eh bien, il a été capturé par les Américains au large des côtes du Rio de Oro. Oui, vous avez bien entendu. Le U-505 a été capturé par les Américains le 4 juin 1944 et une fois arrivé à Port-Royal Bay, il révélera un secret que les Alliés ne connaissaient pas. Plongeons ensemble dans l'histoire de la capture du U-505. Le U-Boat 505, qui est le type 9C à long rayon d'action, est mis en service à la fin août 1941. Son tableau de chasse est assez maigre, car il n'a pu couler que 8 navires au total, 7 cargos et un pétrolier. Pourquoi si peu de navires ? Parce que ce U-Boat souffre de nombreuses avaries et à chaque fois, il est obligé de rebrousser chemin pour rejoindre son port d'attache à l'Orient. En vérité, les problèmes d'avarie sont liés au sabotage causé par les dockers français. À la base de l'Orient, une rumeur circule sur ce U-Boat. Tous les marins de la Kriegsmarine disent que le U-505 sera le seul sous-marin qui reviendra toujours de mission. Le moral de l'équipage se trouve profondément affecté, au point qu'au cours de sa 10e sortie, après 10 mois de réparation à l'Orient et après une sévère attaque de destroyers devant les Açores, le 24 octobre 1943, le commandant du U-505, Peter Zeck, âgé de 25 ans, se suicide à son poste de commandement. Le commandant en second, Paul Meyer, va prendre le commandement et va reconduire le sous-marin au port. Personne n'aura de blâme pour cet incident, mais certains officiers vont conseiller à l'amiral Dönitz de disperser l'équipage qui est plus démoralisé que jamais. Mais Dönitz décide plutôt de nommer un nouveau commandant pour le U-505, qui se nomme Harold Lang, et qui est âgé de 40 ans. Malgré son âge, Dönitz a toute confiance en lui. Pourquoi n'a-t-il pas voulu disperser l'équipage ? Parce que Dönitz ne veut pas colporter la rumeur de ce suicide. Il veut que toute cette histoire reste secrète. Noël 1943. Alors que certains festoient, l'équipage du U-505 reprend la mer pour sa 11e sortie. Au cours de son périple, il va secourir 33 marins d'un torpilleur de la Kriegsmarine qui a été torpillé par les Alliés dans le golfe de Gascogne le 28 décembre 1943. De retour à l'Orient le 2 janvier 1944, le U-505 n'a coulé aucun navire et a tout simplement ramené l'équipage secouru au port. Lors de sa 12e sortie, l'U-505 va de nouveau avoir de la malchance. Au début du mois de juin 1944, au large des côtes de Rio de Oro, des nouvelles arrivent grâce à Ultra, qui ordonne au Task Group 22-3, qui opère dans ce secteur, de chasser le U-505. Ce Hunter Killer Group américain spécialisé dans la chasse aux U-boats est composé du porte-avions d'escorte USS Guadalcanal, accompagné de 5 destroyers. Sur le porte-avions, 27 avions sont prêts à décoller pour attaquer leur cible. Ce sont des Avenger TBF Grumman, des bombardiers torpilleurs de l'US Navy qui sont réputés pour être de véritables tueurs de sous-marins. Le porte-avions dispose également de chasseurs Wildcat F-4F Grumman. Le Task Group est commandé par le capitaine de vaisseau Daniel V. Gallery, âgé de 43 ans.
Il a réussi à couler 2 U-boats au cours du mois précédent. Il a même réussi à faire prisonnier le commandant du U-515. Mais le capitaine de vaisseau Gallery a un autre rêve. Il souhaite capturer un U-boat intact. Le commandement allié n'a donné aucune instruction ou aucun ordre pour récupérer un U-boat. Mais Gallery a remarqué que l'équipage du U-515, qui a pourtant une expérience en mer, n'a pas résisté et n'a même pas tenté de s'aborder le bâtiment quand il a constaté être cerné par les cargos alliés. Le capitaine de vaisseau Gallery informe ses adjoints de son projet. Dorénavant, il ne faut plus torpiller un U-boat, mais d'aller à l'abordage comme au temps des pirates. Dimanche 4 juin 1944 au matin. Le destroyer USS Chatelain signale un contact sonore grâce à son sonar, à 700 mètres sur son tribord. Quelquefois, c'est le signal d'une épave qui est capté. Mais le capitaine de vaisseau Gallery appelle tout le monde au poste de combat et fait éloigner le porte-avions, car il ne peut pas rester sur les lieux d'un contact sonore et doit laisser au destroyer la charge de le protéger. Quelques minutes plus tard, un nouveau message du Chatelain annonce la présence d'un sous-marin en ajoutant cette phrase. Nous commençons l'attaque. 2 destroyers le rejoignent, tandis que 2 Wildcat décollent. En cette année 1944, après 4 ans de guerre sous-marine, le grenadage s'est fortement amélioré. En effet, ce n'est plus une par une que les grenades sous-marines sont lancées, mais par gerbes de 24 qui sont expédiées par un Hedgehog, qui veut dire un hérisson. En somme, si un U-boat est détecté, il a désormais très peu de chances d'échapper à une meute de destroyers. Les 2 Wildcat repèrent la sombre silhouette de l'U-boat qui navigue sous l'eau. Ils indiquent aux destroyers où se trouve le sous-marin en tirant sur la surface. Les destroyers foncent sur la position et lancent 2 grenades sous-marines. Quelques minutes plus tard, les 2 pilotes des Wildcat aperçoivent une traînée noire, ressemblant à du gasoil. Puis, ils informent les destroyers que le U-boat fait surface. C'est le U-505 qui émerge lentement de l'eau. Le capitaine de vaisseau Gallery, voulant réaliser son rêve, donne ordre de ne tirer qu'avec des armes de petit calibre pour éviter de couler le U-boat. Un membre de son équipage témoignera qu'avant cette attaque, le U-boat devait rentrer à la base car il était en très mauvais état. Le grenadage était tellement intensif que le U-boat n'a pas pu envoyer une seule torpille et ce n'est que de très peu qu'il a pu chasser l'eau des ballastes alors qu'il commençait à s'enfoncer dans la pénombre de la mer. Le commandant du U-boat Lang croit que son bâtiment est en train de sombrer. Il donne l'ordre de le saborder et de l'évacuer. Mais les tirs des Wildcat qui se concentrent sur le kiosque blessent et tuent un matelot qui se trouvait aux côtés du commandant. Malgré la mauvaise visibilité et la mer qui grossit, l'équipage se jette à l'eau. Dans la précipitation, le sabordage a été mal effectué et l'eau de mer ne pénètre pas suffisamment vite dans le sous-marin. Les machines n'ont même pas été stoppées et le gouvernail est bloqué. Donc le U-boat effectue des mouvements rotatifs dans la mer alors que le Chatelain avance vers lui. Persuadé que le U-boat est en train d'attaquer, le Chatelain lance une torpille mais le rate. Gallery donne l'ordre de passer à l'abordage. 8 hommes du destroyer Pillsbury, conduits par le lieutenant Albert David, mettent un canot à la mer et se lancent à la poursuite du sous-marin qui continue à réaliser des cercles. L'abordage ne se fait pas sans mal, mais David parvient à sauter sur le pont et à se hisser sur le kiosque où gît le corps du matelot tué de plusieurs balles de mitrailleuse. Devant lui, le trou béant du kiosque qui est resté grand ouvert. La seule chose qu'il ignore est est-ce que les Allemands l'attendent l'arme au poing? Ou est-ce que les charges à retardement sont sur le point d'exploser? Le lieutenant David et ses matelots descendent dans le U-boat allemand. Il est complètement vide, mais il faut qu'il stoppe les moteurs électriques, qu'il ferme les vannes de sabordage et désamorce d'éventuels pièges. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas la signification des cadrans, car c'est écrit en allemand. Le capitaine de vaisseau Gallery va écrire dans ses mémoires que, heureusement que l'un de ses matelots n'a pas touché aux commandes des tubes lance-torpilles. Dès que les moteurs sont coupés, le U-boat commence à s'enfoncer dans l'eau. Le lieutenant David et ses matelots saisissent tous les documents de bord et les jettent dans le canot.
Le destroyer USS Pillsbury tente de se rapprocher, mais il heurte le sous-marin et doit s'éloigner de toute urgence. Les destroyers, eux, repêchent les matelots allemands. Et finalement, c'est l'USS Guadalcanal qui se rapproche, met une chaloupe à la mer et tente d'accrocher le U-boat allemand. Le porte-avions entreprend le remorquage en avançant tout doucement. Ce remorquage est un succès, mais il est également unique dans l'histoire de toutes les marines de guerre. Désormais, le porte-avions tire derrière lui le U-505. Pour exploiter tous les secrets du sous-marin allemand, il faut faire croire qu'il a été coulé. Il est décidé de rejoindre les Bermudes, à 1700 miles de là, l'équivalent de 3150 km, où un pétrolier puis un remorqueur prennent le relais de l'USS Guadalcanal. Ce n'est que le 19 juin 1944 que ce convoi fait son entrée à Port-Royal Bay. La bannière étoilée flotte sur le U-boat et le capitaine de vaisseau Gallery est à son kiosque. L'U-505 va faire l'objet dès son arrivée d'analyses approfondies. Bien qu'on y découvre les précieux codes des U-boats en opération et l'étude du journal de bord, on y découvre quelque chose de bien plus intéressant. Des torpilles acoustiques dont tout le monde ignorait son existence. Cet élément s'avérera être riche en enseignements. Le capitaine de vaisseau Daniel V. Gallery subira un sermon de l'amiral King, car il a mis en danger le réseau Ultra, qui sert à détecter les codes de l'Enigma. Avec la capture de l'U-505, les Allemands peuvent changer tous leurs codes, et cela sera plus que problématique pour les Alliés qui viennent juste de déclencher l'opération Overlord en Normandie. L'amiral King parle même d'envoyer Gallery en cour martiale, car dès qu'il a eu en sa possession les codes des U-boats allemands, il devait envoyer par le fond le sous-marin. Mais finalement, le capitaine de vaisseau Gallery sera promu amiral et recevra la Distinguished Service Medal pour cette prise de guerre incroyable. Le U-505 finit la guerre en étant déguisé sous les couleurs d'un sous-marin américain, et les hommes du Task Group 22-3 sont tenus au secret. Les hommes d'équipage du U-boat, quant à eux, seront détenus à part et seront isolés des autres détenus dans les camps de prisonniers allemands pour éviter qu'ils ne révèlent la capture du U-505 par les Américains. Après la guerre, le U-505 entame une grande tournée d'exposition dans différents ports de l'Atlantique. L'amiral Gallery, originaire de Chicago, obtient du Congrès les crédits nécessaires pour que le U-505 devienne un musée dans sa ville natale. En 1954, le sous-marin est remorqué le long du fleuve Saint-Laurent, traverse 3 grands lacs, fait escale à Québec, Montréal, Toronto, Buffalo et Détroit avant d'arriver à Chicago le 25 juin 1954. Aujourd'hui, il est exposé au musée de la science de l'industrie de Chicago. Le transport spectaculaire du U-505 et son engagement dans une fosse à béton du 8 au 24 avril 2004 est visible sur YouTube, mais également sa présentation dans le musée.